Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour Recettes de prod, les bons conseils saison 2. Vous retrouverez toujours des bonnes recettes et surtout des bons conseils pour mieux comprendre ou avancer dans vos productions. Et dans cette saison, vous pourrez profiter de l'expérience d'autres productrices, producteurs et actrices de la production audiovisuelle avec des épisodes interview. J'inviterai ici toutes celles et ceux qui sont très proches des métiers de la production afin de partager le temps d'un épisode, une bonne et une mauvaise recette et de mieux comprendre la richesse des métiers de ce secteur. Alors sans plus attendre, allons-y avec Mehdi Franz Darlis, notre invité pour ce nouvel épisode interview de Recettes de prod, les bons conseils. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter le parcours passionnant du producteur Mehdi Franz Darlis, connu pour son travail sur le documentaire original Peacock Hell of Cruise, qui raconte l'histoire captivante du navire de croisière Diamond Princess et de ses passagers pendant la pandémie mondiale du Covid-19. Mehdi a également été à la tête de Made Films, qu'il a cofondé pour y produire plusieurs documentaires et courts-métrages avant de quitter cette société en 2023 pour fonder sa propre structure, Culture Films, afin d'y développer des projets plus personnels. Mehdi, bonjour. Bonjour. Merci encore d'avoir accepté cette invitation, je suis ravie. Merci de me recevoir. Alors, donc pour commencer, tout simplement, je vais te laisser te présenter. Ben oui, donc voilà, Mehdi Darlis, 36 ans, ça a été vite, mais aujourd'hui 36 ans, originaire de la Basse-Terre, sud de la Guadeloupe. Et comme on dit aux États-Unis, raised and born. Toute ma famille est là-bas, donc j'ai gardé la culture et aujourd'hui je me retrouve entre Paris et les États-Unis. D'accord. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, finalement, tu as commencé ta vie professionnelle et à quel moment ça s'est passé la bascule dans le monde de la production, parce que tu as une histoire quand même très particulière et atypique, donc est-ce que tu peux nous la raconter? Ben oui, très atypique, effectivement, ça peut être long, mais on va faire court. Pour moi, en tout cas, ma vie professionnelle commence entre mes 14 et 15 ans avec le tennis, puisque j'ai joué pro jusqu'à à peu près mes 23 ans. Donc, je commence avec le tennis et ensuite je pars à l'université en Louisiane. Donc, c'est ce qu'ils appellent NCAA, donc c'est division 1 où ils payent toutes tes études, donc tu as une bourse complète. Et du coup, en contrepartie, tu joues pour ton équipe et tu fais ça pendant 4 ans. Et ensuite, tu peux soit essayer de devenir pro ou soit tu profites de ton diplôme pour entrer dans la vie professionnelle. Moi, j'ai essayé j'ai tenté la carrière pro. Je suis rentré en France à mes 22 ans. Je me suis inscrit en Ligue 1 dans un club à Levallois-Perret. Malheureusement, au bout de quelques mois, je me suis blessé et j'ai dû chercher un plan B. Malheureusement, je l'ai cherché trop tard. J'avais pas prévu de plan B parce que j'avais ce rêve de tennis, de tennis. Et au final, je me retrouve à Dubaï en donnant des cours à la famille royale dans le club à Al-Wassal de la famille royale et où je rejoins un ancien coach à moi guadeloupéen antillais. Et c'est là-bas qu'en parlant aux parents de jeunes que je me rends compte qu'ils sont tous en train de tomber dans le même panneau que moi je suis tombé et qui pensent tous qu'ils vont devenir pros, qu'ils vont plus à l'école comme moi j'étais au CNED, qu'ils ont pas de vie sociale, ils ont pas de copines, pas de copains, le même parcours que moi et je me suis dit faut que je fasse quelque chose quoi. Donc à l'époque j'avais un livre en tête, je savais pas vraiment quel format mais je suis pas un auteur donc j'ai gardé l'idée en tête et ensuite je suis parti faire mon master en commerce international et affaires étrangères à Monaco pendant 2 ans. Et là, une amie qui me dit, écoute, moi j'ai un pass pour le festival de Cannes, tout accès et tout, et j'ai pas le temps d'y aller. Donc si tu es intéressé par le cinéma, je peux t'y emmener et te donner l'accès. Et je lui dis, bah, vas-y. Et j'ai aucune idée du festival de Cannes, j'ai jamais été, ça m'a jamais traversé l'esprit d'y participer un jour. Et là, j'y vais et je rencontre un ami du lycée qui était avec moi au lycée du Luxembourg quand je jouais au tennis, qui lui, du coup, a une boîte de production avec son frère à Paris et que ça fait 7, 8, 9 ans qu'ils sont à fond dedans. Et c'est là que me vient l'idée, en fait, de faire un documentaire sur le tennis, quoi. D'accord. Donc, je rencontre un mec, il s'appelle Gil. Grâce à mon ami, elle me le présente. Et pendant 1 heure, en fait, eux, ils parlent, je suis à la table, je les écoute. Alors que elle me le présente pour qu'il m'aide. Et ils prêtent pas du tout attention à moi, en fait. Donc, je suis un peu déçu du rendez-vous. Je viens avec tous mes espoirs. Et à la fin, il me regarde et il me dit, écoute, t'es sur le point d'avoir un MBA. T'as pas besoin de moi, t'as besoin de personne. Donc, ouvre ta boîte et fais des films. Et en fait, c'est cette phrase qui m'a permis de faire mon premier film, en fait.
Donc j'ai fait exactement ce qu'il m'a conseillé. Je connaissais rien au cinéma, mais j'avais 6 ans d'école de commerce Oui. dans les jambes et je venais de rencontrer un ami du lycée qui lui fait ça depuis longtemps. Donc je suis parti pendant 3 ans sur la route. Et puis tu avais quand même déjà une histoire. Tu avais quand même une histoire que tu voulais porter. Mon histoire du coup. Oui, bah oui. Et aussi mes accès. Parce que du coup, Oui. je connaissais les meilleurs joueurs de tennis en France. Et Oui. ils ont tous participé, ils ont tous joué le jeu. Joe Wilfried Tsonga, qui était numéro 1 français à l'époque, numéro 6 mondial à l'époque. Et j'ai eu Gaël Monfils. Après, des amis à moi m'ont connecté à Juan Carlos Ferrero, qui était ancien numéro 1 mondial. Donc en fait, je me suis retrouvé avec un casting qui avait jamais été vu dans un documentaire de tennis. Et je suis parti pendant 3 ans de production sans vraiment de moyens ni quoi que ce soit. Et j'ai tout mis dans ce film parce que ça m'a aussi permis de thérapie d'une certaine façon. Mais c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la production avant de mon premier film, je crois à 25 ans à l'équipe, et que je passe en prime time avant le début de l'Open d'Australie. Et je me retrouve dans ce milieu, quoi. Ok, ouais, c'est super, c'est incroyable. Et t'as pas eu trop peur parce que finalement tu bascules d'un univers à un autre complètement différent. Comment toi tu t'es ressenti à ce moment-là pour faire cette transition et tout? Donc t'as ton ami du lycée qui t'a un petit peu guidé parce que lui il avait déjà un pied dans la production. Comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce qu'il t'a laissé en roue libre et puis finalement il venait corriger de temps en temps des trucs, ou est-ce que vraiment il t'accompagnait dans l'ombre? Enfin, comment ça s'est passé cette collaboration? Je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce que inconsciemment, je me suis formé pour faire ce métier en fait. C'est-à-dire que l'école de commerce et le sport de haut niveau, c'était vraiment les deux choses dont j'avais besoin pour me lancer dans un domaine où je connaissais personne qui avait réussi. Et sur mon île, je connaissais personne qui faisait du cinéma. Tout le monde jouait au foot, tout le monde jouait au basket. Et moi, j'ai choisi le tennis. Donc, j'étais déjà habitué à prendre des risques. Donc, en fait, je me suis retrouvé, pour être honnête avec toi, même ces mecs-là, mes associés, ont essayé de m'arnaquer, quoi. Premier film, dès qu'ils entendent que... C'est la première fois que j'en parle, mais dès qu'ils entendent que je peux avoir accès à des subventions aux Antilles, on a un accord entre nous. Moi, je me dis, comme j'ai pas encore de boîte de production, moi, je vais débloquer les sous parce qu'avec le tennis, j'étais déjà connu là-bas. J'étais déjà identifié. J'étais identifié. Mon père était dans la politique aux Antilles. C'était rassurant aussi puisque tu avais un objectif très clair. Donc, Exactement. Et j'avais aussi un gros casting. c'est clair. J'avais un gros casting et je comptais aussi filmer en Guadeloupe parce qu'ils avaient un tournoi international là-bas. Parce qu'il faut, je crois, 30 ou 35% de la production qui se passe sur le terrain. Et là, les mecs, quand je reçois les sous, je leur dis, bon, mais je envoie sur votre compte et ensuite vous renvoyez sur mon compte. Ils me disent qu'ils savent pas de quoi je parle, quoi. Oh là là. Qu'on n'a jamais discuté ça et tout. Et donc, c'est là que mon côté business prend le dessus. Heureusement. Et j'annule la subvention et je monte ma boîte de production et du coup ça me prend 1 an pour recevoir la subvention. Donc je me retrouve à autofinancer le film en fait. Voilà, c'était un choix de ma part qui au final fait qu'aujourd'hui je détiens les droits de mon premier film et ça m'a forcé en fait à ouvrir une boîte de prod en fait. Donc et ça t'a permis de le faire. Ça m'a permis Mine de rien, tu as eu le réflexe de sécurité pour pas te faire détourner les subventions que tu avais débloquées. Exactement. Donc bravo. Okay. Merci, voilà. Et je me retrouve à la tête de ta structure. Voilà, et parce que je suis quelqu'un de loyal et j'ai mes valeurs, mais j'ai gardé la même équipe, quoi. Malgré ce truc, je leur ai fait comprendre que, pas avec moi, mais que j'ai commencé avec vous, je vais finir avec vous. Eh ben, voilà. D'accord. Mais du coup, tu avais un peu plus de contrôle quand même par rapport à ces relations-là, pour les sécuriser toi aussi, par rapport à ton objectif qui était de faire le film, le faire diffuser, enfin de travailler honnêtement. Exactement. Donc, du coup, tu as mis en place un cadre très clair, c'est ça, de relation avec eux? Exactement. Et j'ai eu aussi la bonne idée c'était une coproduction avec 2 autres boîtes. Mon autre partenaire était un ami très très proche de mon père qui lui avait la plus grosse boîte de post-production en Guadeloupe. D'accord. Daniel Trépi, qui s'appelle Songard, et il fait aussi de la production. Il travaille beaucoup justement avec France Télévisions. Donc c'est très cadré, très professionnalisé. Donc du coup, j'ai beaucoup appris aussi avec lui. Et du coup, je l'ai laissé gérer pas mal d'administratifs. Et bon, c'est pas fini hein. À la fin du film. Le film est fini et tout. Là, je prends 1 an à le vendre. Personne ne veut me l'acheter. Bien sûr, j'arrive, je suis très jeune. Tu découvres Premier aussi. film, personne ne me connaît. Personne ne veut me l'acheter. Et là, je développe une stratégie avec un ami qui est en école de commerce dans une section sport à Paris-Dauphine, où il me présente le responsable au niveau sport. Et en fait, à nous tous, on produit une projection de mon film où on invite justement les jeunes
mais j'invite aussi la presse. Mm. Et en fait, c'est la presse qui parle de mon film qui fait que les gens qui m'ont dit non commencent à Ouais. me rappeler, en fait. Bon, c'est une super stratégie. Voilà. Super stratégie. Et là, quand le film sort, ben, j'ai un de mes amis, j'ai jamais parlé de ça aussi non plus, mais c'est une bonne expérience. Un de mes amis qui est dans le film, au final, avec qui on discutait beaucoup du film et que j'ai voulu incorporer et que lui-même me disait ça serait bien que tu me mettes un peu en avant comme ça, même si je réussis pas dans le tennis, ça fait que je laisse une Oui. part de mon histoire. Et au final, quand le film sort, je reçois un courrier de son avocat où il demande 50% des recettes, quoi. Oh, c'est toujours pareil, Tu c'est vois. Et dingue. c'est vraiment le mec le plus proche que j'avais dans ce film. Donc ça, c'était vraiment une épreuve, c'était formateur, quoi. Tout ce que j'ai énormément appris par le fait que c'était moi le producteur délégué, quoi. Oui, oui, oui. Et puis en fait, tu te rends compte aussi à quel point finalement les paillettes, ça rend les gens complètement fous, quoi. Enfin, Exactement. Exact. C'est des choses dont, tu vois, j'entendais ou ouais. j'observais, mais là, de le vivre, de voir comment un succès, qui pour moi n'était pas un succès, peut changer les gens, quoi. Oui, parce qu'on ne sait pas ce que ça réveille chez eux dans leur intime par rapport aux fantasmes qu'ils ont de ces Exactement. métiers-là. Exactement. J'entendais des prix à médias, toucher Oui, tant, c'est. alors que j'ai perdu énormément d'argent. 3 ans sans travailler sur Bah un oui. documentaire. L'équipe 21, ils ont juste fait un geste. Mais Ouais. bon, je suis super reconnaissant qu'ils m'ont donné cette opportunité. Mais dans le documentaire, il n'y a pas d'argent quand c'est autofinancé, quoi. Eh Tu oui. perds plus d'argent que tu en gagnes. Et moi, je suis resté super, super discret, réservé dans mon coin et j'ai laissé tous les gens en parler, les accusations, les trucs, parce qu'au final, les vrais me connaissent. Ils Oui. savent très bien que je suis quelqu'un d'intègre, donc j'ai pas vraiment eu à débattre sur tout ce qui Bon. s'est passé. Heureusement que tu as la tête sur les épaules aussi quand même, parce que c'est des gens dont tu étais quand même un peu proche, qui n'ont pas hésité à essayer de te la faire à l'envers, parce qu'il y avait ce fantasme de bah, maintenant que tu as le titre de producteur, ça veut dire que tu as la planche à billets sous ton lit, quoi. Exactement, exactement. Après, encore une fois, c'est pour ça que je dis que j'ai eu la chance d'avoir été formé parce que ça existe dans le Oui. sport, ça Oui, c'est existe dans le partout. business. Donc, vu que je suis passé par ces cases-là, j'étais déjà un peu habitué aux jalousies, aux trucs un peu bizarres, D'accord. etc. Mais j'ai quand même fait le choix de quitter la France, du coup. Je suis parti aux États-Unis. Ah oui, à cause de ça, tu t'es Pas à dit, cause de c'est ça, une mais ça a mentalité motivé. qui. En fait, je me suis dit, écoutez, si même quand j'essaie de vous aider, vous essayez de me mettre Ouais, des bâtons dans les roues, bah ben, oui. vous avez plus entendre parler de moi, quoi. Ouais, c'est Tu vois. radical, mais ça se comprend. Ouais, ouais. Voilà, et même en tant que chef d'entreprise, c'est important d'avoir une certaine sanité, quoi. Ah oui, je suis Il d'accord. faut un équilibre mental. Je peux pas évoluer en me disant qu'à chaque fois que je vais essayer de faire quelque chose pour mes gens, il va falloir que je fasse attention. J'ai préféré aller dans un pays où le business, il est un peu mieux maîtrisé. C'est-à-dire que Hmm. tout le monde est au courant de comment ça fonctionne dès le début. Oui, Donc il y a moins de surprises et j'ai voulu apprendre ça avant de revenir ici d'accord. pour faire les films que moi je veux faire. J'ai voulu vraiment comprendre le business du divertissement, pas juste le cinéma, mais vraiment entertainment business. Eh ben, c'est hyper courageux. Et alors, comment tu as anticipé et préparé cette transition, du coup, pour changer de territoire, changer de pays, pour développer ta prod? Ben, très bonne question. Et tu vois, encore une fois, la première fois que j'arrive aux États-Unis, moi j'ai 17-18 ans quand Ouais, je vais à la fac. oui. Oui. Donc j'ai déjà passé cette étape. Ouais. Donc, c'est pas une barrière pour toi, c'est une continuité parce que tu connaissais déjà un peu les gens, la manière de penser, de vivre là-bas. Donc, tu n'étais pas complètement perdu, Voilà, humainement parlant. exactement. Exactement. Après, bon, j'ai une chance d'avoir des parents qui sont derrière aussi, hein. Ça, c'est un truc que tout le monde doit être conscient que si t'as pas les parents derrière, il faut trouver ces personnes, il faut trouver ces mentors, il faut trouver Oui. des gens qui ont confiance en toi parce que c'est quelque chose qui est crucial. Et moi, j'ai même pas eu à ni les chercher, ni à réfléchir est-ce que je vais y arriver ou pas parce que mes parents m'ont toujours donné cette confiance que si tu te donnes les moyens, tu vas arriver quelque part. Hmm. Pas forcément réussir, mais tu vas arriver quelque part. Et c'est ça qui compte. Donc en fait, ça Ok. t'enlève une sorte de pression, même si elle est Ah là, oui. hein, parce qu'il y a une pression Ouais. financière. Mais oui, je pense que mon parcours, il est unique, mais c'est aussi un parcours qui reflète énormément du sacrifice. C'est-à-dire Oui. que moi, après avoir fait 6 années d'école de commerce, je repars sur 2 ans d'école de cinéma à New York Oui. où je fais un prêt Ouais. après avoir dépensé mon Oui, MBA à pour le Monaco premier. et tout. Donc, Ouais. et ça, je fais ça, j'ai déjà 26 ans. Je Oui. repars à l'école parce que, encore une fois, je pars dans une dynamique de je veux connaître le business Oui. d'abord. Je me forme, Je me j'apprends, forme. j'observe. Voilà. Parce que Ouais. je viens d'une école de commerce où je fais un truc d'entrepreneuriat. Je peux pas Oui. laisser des gens décider à ma place. Ça n'avait pas de Oui. sens. Absolument. Donc, je me Ouais. suis dit, je ferai des films plus tard.
Bon. Maintenant, je veux apprendre d'abord comment ça fonctionne du début à la fin. Oui, tu as bien fait. C'est une très belle façon de penser. Et c'est vrai que du coup, ça montre aussi l'importance de la formation. De se dire, OK, bon voilà, moi je veux faire ça. Maintenant, il faut que j'apprenne à me former. Et ça te permettra après, derrière, à te mettre à jour aussi automatiquement sur ce domaine-là, ce métier-là. Comment tu faisais pour vivre en parallèle? Parce qu'on sait que c'est compliqué aussi parfois de se rémunérer en tant que producteur. C'est basique, mais comment tu faisais du coup pour vivre? Là, c'est même pas vivre, c'est vraiment survivre pour le Ah, coup. Et ouais, encore une fois, c'est des prêts, des d'accord. prêts, l'aide de mes parents, la confiance de mes parents. Quand je suis arrivé à New York, je dormais sur le canapé d'un cousin à moi qui était déjà là-bas. Ouais. Et puis des brouillardises, quoi. Des brouillardises quand tous les copains, ils sont dans les banques d'affaires, ils sont à l'ONU, trucs. Parce que moi, j'étais quand même à Monaco. Donc, les mecs de ma génération, de ma promotion, c'était déjà Ah des oui. gens d'une certaine classe qui avaient déjà énormément de réseaux. Donc, ils sont entrés dans la vie professionnelle très, très, très vite. Et moi, j'étais encore à droite, à gauche avec mes sacs, mes valises, à Mm. essayer de trouver une transition après 15 Ouais. ans dans le tennis, quoi. Bah oui, c'est J'étais en ça. train de trouver le Ouais. prochain truc. Donc, c'était très, très, très dur, surtout mentalement. Mais encore une fois, quand tu maîtrises ce que tu fais, Ouais. quand tu es au courant de ce que tu fais, ça devient juste une question de temps, en fait. Oui, toi, tu Voilà. avais la foi sur le fait que c'était juste une période à traverser C'était juste une période à traverser. et qu'après, ça irait mieux. Voilà. Et mon père me répétait souvent que quand il était à la fac, il est dentiste et il est parti à la fac à Montpellier. Mm. Il me répétait tout le temps que le jour des examens, tout le monde était stressé. Et lui, c'était le jour où il était le plus cool parce qu'il savait qu'il avait révisé. Ouais. Et ça j'ai gardé ça en tête où je me suis dit, en Ouais. fait, la préparation souvent est même plus importante que la Oui. performance. Ah ouais, bah Tu vois? c'est Et tout à fait juste, hein. exactement. Et encore une fois, moi, je voulais tout savoir, je voulais tout connaître. Mm. Donc, j'ai fait tous les corps de métier quand je suis arrivé à New York. Super. J'étais le mec qui faisait le café. Et après, j'ai fait premier assistant réal. J'ai vraiment tout fait, production manager. Et après, je me suis retrouvé à être producteur. Et j'ai produit une dizaine de courts-métrages en 2 ans, quoi. Ah ouais, bien. 16-17 Productif. courts-métrages en 2 ans. Et du Ah coup, ouais. j'ai appris à produire avec peu de moyens parce Oui. que je produisais beaucoup de student films aussi, Mhm. les films des étudiants. Et comme j'ai bien travaillé très vite, mon nom a commencé à tourner à New York et on a commencé à m'appeler pour des pubs. Et après, j'ai commencé à Wow. grimper les échelons et j'ai enfin commencé à payer mes dettes, quoi. Bah oui. Mes Ah loyers, ouais, bravo, hein. etc., quoi. Ouais, Voilà. quel courage. Voilà, Bah voilà. bravo. Je voulais vraiment le dire parce que je trouve que finalement on n'en parle pas assez de cette réalité-là. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le titre, la casquette de producteur, qu'effectivement on a tout de suite une fortune colossale derrière nous pour nous soutenir dans notre quotidien. Du tout. Et souvent, soit on cumule d'autres métiers en parallèle qui sont tout aussi chronophages, soit bah, quand on peut, on fait des prêts. Et du coup, ça nous met quand même dans je dirais une situation à risque financière parce qu'on doit s'engager à rembourser ses prêts. Donc bravo, parce que c'est quand même courageux de ta part. Et c'est pas anodin, quoi. C'est assez lourd, mine de rien, à porter. Et ça demande d'avoir un mental d'acier. Grave. Surtout quand tu viens d'école de commerce. Oui, Parce que du coup, j'étais le seul. Il n'y a personne qui vient d'école de commerce qui se retrouve à 26, 25, 27 ans à essayer de faire des films. oui, c'est vrai. Donc, il y a pas mal de personnes, je pense, qui n'ont pas compris. Mais ceux qui ont compris, en fait, ils ont très vite vu que j'avais un potentiel, en fait. Et même la New York Film Academy, je ne suis pas bon, forcément amené à pouvoir en parler, mais en gros, quand ils ont vu que c'était trop compliqué pour moi parce que je suis arrivé à un stade où je pouvais plus payer et Ouais, je pouvais plus vivre à New York, même si ouais, on a essayé ouais. avec mon père et tout, etc. On pouvait juste plus. Et quand j'ai essayé de leur dire que je devais partir, ils m'ont dit non, pas toi. Wow, Ils ok, m'ont dit donc t'inquiète ça pas. existe. Ils m'ont dit t'inquiète pas. J'ai un surtout qui s'appelle Neil Westman qui est le chair du Producing Department de New York Film Academy. Donc c'est le directeur du département au producer. Quand j'ai été fait réalisateur, ils m'ont dit non, toi, vu les idées que tu as, il faut que tu produises tes propres films. Wow, Et ok. du coup, ils m'ont dit, on peut essayer de t'aider financièrement pour que tu fasses la formation de 1 an de production. Et c'est ça qui fait que je reviens à New York. Après avoir fini la formation de réal, ben, je repars et là, ils m'aident. New York Film Academy, c'est Ouais, l'une des ouais, plus bah oui. grosses écoles de cinéma au monde. Ils ont des campus un peu partout dans le monde entier. Et les mecs, ils me disent, écoute, on croit en toi, quoi. Ouais, Bravo. on croit en Wow. toi. Et je leur ramène, tu vois, Hell of a Cruise, Ouais. tu vois, 3, 4 ans plus tard. Donc, c'est une Oui, opération qui est réussie pour tout le monde. oui, oui. Ils ont fait le bon pari. Ils ont fait le bon pari. On a fait un screening à l'école. Tout le monde était là. Bravo. C'était un bon pari. Et encore une fois, c'est dans un parcours, on n'en parle pas suffisamment, mais
c'est important de traiter tout le monde avec respect, quoi. Oui, Parce que oui, tu oui. sais jamais qui peut t'aider. Oui, oui, c'est vrai, c'est absolument vrai. Après, je pense que là, l'expérience que tu as vécue, je m'engage peut-être un peu, mais je pense pas que ce soit possible en France. Enfin, je- je vais creuser, mais je crois pas avoir entendu l'équivalent en France. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mentalité anglo-saxonne qui est plus méritocratique, qui est capable de déceler des talents, des potentiels énormes, et du coup de tout faire pour que ces potentiels se transforment vraiment en acteurs, actrices, tu vois, permanents, pérennes dans leur domaine d'activité. Alors qu'en France, surtout dans le cinéma et audiovisuel, ça marche pas comme ça. Donc, du coup, je D'accord. suis fascinée par ce que tu nous racontes, parce que ça, là, tu vends du rêve. Hein. On se dit tous, ah ben voilà, ben c'est bon, Hop, hop, je me saigne et je vais à New oui. York, Après, et je fais voilà. l'académie, et comme ça, je peux au Voilà. moins vivre d'un métier, parce que c'est des métiers passionnants, tu vois. Non, j'aurais adoré que ça inspire. Après, euh, Mais j'ai pas c'est envie de dur. vendre du rêve. T'es pas Oui, le seul français. Il y avait oui. vraiment des milliers d'étudiants et ils ont juste vu quelque chose dans mon parcours. Oui, oui, mais c'est bien, c'est un bon pari. Et puis Ouais, c'est le jeu des écoles. Je trouve que c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des écoles comme ça prestigieuses. C'est aussi à un moment donné de savoir quand donner un coup de main pour transformer ouais, un élève avec un potentiel énorme en réussite, quoi. ouais. Donc, Et encore une fois, un autre truc, je pense, qui est important de relever, encore une fois, parce que je viens d'école de commerce, je suis tout le temps stratégique, en fait, dans oui, tout bah ce oui, que oui, je oui. fais. Oui. Et jamais faux dans mes relations humaines, mais je sais où prêter mon énergie. Oui, Donc, il y a pas mal de profs qui sont devenus des amis. J'ai vraiment voulu créer une relation avec eux et après, j'ai travaillé avec eux. oui. Bah, c'est Donc, le réseau, c'est voilà. networking à fond les ballons. Et les Américains, ils aiment ça. Ils aiment ceux Bah qui oui. ont faim. Donc, c'est pas Oui, juste mais de manière s'asseoir. intelligente, tu vois. C'est-à-dire, je m'entoure de personnes avec qui je sais que je peux travailler. Voilà, exactement. Et Donc, un de mes profs, qui s'appelle Randall Doughton, il faisait partie de l'équipe d'écriture de Spike Lee. ouais. Pendant pas mal d'années, il a travaillé sur Malcolm X et tout, etc., africain-américain. Et c'est vraiment lui qui... Il a été vraiment un élément déclencheur dans mon passage à New York Film Academy, Ok. parce que c'est lui qui m'a pris sur le côté et qui m'a dit, mon frère, les films que tu veux faire, ça sera très compliqué de les faire D'accord, ok. Ouais, ouais. si tu maîtrises pas tout de A à Z, en fait. Et On te c'est... laissera pas faire. On Si te t'es pas. laissera pas Ouais. faire. Donc c'est Ok. lui qui a insisté pour que je revienne faire le programme de Ok. producteur. Moi, c'était pas dans ma Vachement tête. bien. Ouais. Tu vois, et j'ai développé une relation avec lui. Et ensuite, quand j'ai fait mon visa, c'était lui qui était du coup mon garant, quoi. Ah Parce qu'il faut super. un garant pour faire le visa et D'accord. tout, etc. Donc, et après, j'ai travaillé avec lui. Tu vois, on a travaillé sur un documentaire. Et maintenant, c'est moi Super. qui les aide pour Bah leur oui. projet, mes C'est profs. des vases communicants. Bah oui. Exactement. Non mais ça crée des cercles vertueux. C'est Exactement. hyper intelligent. Mais tu vois, c'est rigolo parce que finalement, il y a eu tout de suite cette bienveillance professionnelle, purement, de se dire, ah bah attends, vu ce que tu veux faire et vers où tu veux aller, attention, forme-toi bien parce que sinon, il y a un moment où tu seras bloqué, où tu te feras avoir. Enfin, voilà. Donc ça, c'est quand même super d'avoir quelqu'un qui ait osé te donner ce système d'alerte pour que tu puisses, toi, compléter, je dirais, artillerie, tu vois, pour pouvoir avancer plus sereinement dans la prod. C'est incroyable. Exactement. Et encore une fois, comme je m'étais formé en entrepreneuriat, ça me faisait pas peur. Moi, je Ouais, ouais. voyais la production en toute humilité, hein, mais je Oui, voyais la production de cinéma beaucoup moins compliquée que ce que moi j'avais l'habitude de gérer en fait. oui, ouais, ouais, d'accord. Moi, tu vois, je gérais des trucs des fois un peu plus complexes. D'accord. Et en plus, tu vois, bon, j'ai été formé en affaires globales, affaires étrangères, tout ça, etc., géopolitique. Et pour moi, juste faire des budgets, enfin, pas Ouais, juste, c'est pas correct, mais comme je vois j'avais ce que été tu veux dire. formé et j'avais été entraîné, gérer 80-85 personnes sur un tournage à New York, ça n'a pas été aussi compliqué que ça pour Oui, moi, je en vrai. comprends. Voilà. Ouais, ouais, je comprends. Ça a été plus simple pour toi de comprendre la mécanique économique, finalement, de la production audiovisuelle et cinéma, grâce à ta formation que tu as eue à l'école de commerce, où là, tu visais quand même des gestions beaucoup plus lourdes, complexes, tentaculaires, quoi. Ouais, Exactement, ouais. puisque bon, un MBA, Oui, je vois bien. as une maîtrise en finance, en Ouais. comptabilité, en management, en Mm, mm. marketing, donc tu as déjà un spectre de ce que c'est le business. Donc appliquer ça au métier du divertissement, c'est pas que je le lower down, en fait c'est plus cool quoi. Oui, d'accord. Pour Bah moi, oui. je le voyais d'une façon utiliser mes aptitudes dans un truc que je kiffe en fait. Oui, bah, Donc j'ai ça même pas prouve l'impression aussi de travailler. l'importance des formations, parce que finalement, mine de rien, tu as bien ciblé tes formations pour te préparer à ça. Ah oui, Donc, c'est tout. Du coup, quand le film est sorti, Hell of a Cruise, j'ai reçu beaucoup de messages
de jeunes de New York Film Academy, du coup, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Tu vois, il y a Issa Rae, qui était à New York Film Academy à Los Angeles et qui a travaillé sur The Awkward Black Girl, une web série qui est devenue Insecure. Mais on n'est pas beaucoup à sortir de New York Film Academy qui finissent avec des films qui circulent, qui sont circulent et qui vus deviennent numéro un, parce que et Hell qui of a ont des Cruise était succès. numéro un pendant 7 semaines, tu vois, sur Peacock. Donc, on n'est pas beaucoup d'ambassadeurs au final de New York Film Academy comme ça. Donc quand je suis devenu ambassadeur, j'ai reçu beaucoup d'emails, de messages, j'ai rencontré pas mal de jeunes et je leur disais toujours, il faut étudier tous les corps de métier. Parce que New York Film Academy, dans le programme de producteur, on a 3 mois de cours de acting en fait. Ouais, bah oui, pour comprendre. Pour comprendre. Comment ils se préparent, de quoi ils ont besoin sur place, comment ça se passe après si on a besoin de retravailler avec eux. Exactement. Bah oui. On fait tout, on fait des corps, c'est nous qui filmons nos propres films, c'est nous qui réalisons nos propres courts-métrages. Donc on apprend tout de A à Z et c'est ce que je dis à tout le monde parce que quel que soit ce que tu veux faire, même si tu veux être scénariste, en apprenant les autres corps de métier, ça te rendra un meilleur scénariste. Bah bien Donc il faut tout comprendre, il faut tout connaître et même le côté business. Il y a des gens qui n'ont pas l'aptitude et qui ne sont pas intéressés par ça, eh ben je leur dis, tu vois, un scénariste, ton meilleur ami, ça doit être un producteur, quoi. Bah un producteur, ton meilleur ami, ça doit être un réal. Pour qu'il lui traduise justement l'enjeu sur lequel il est moins fort. Exactement. Et surtout pour commencer à créer ensemble et créer une équipe. Le cinéma, pour moi, c'est un sport d'équipe. Donc il faut former ton équipe très jeune, en fait. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont très seuls parce qu'ils parlent aux mauvaises personnes. Ça veut dire que les scénaristes parlent aux scénaristes. Oui. Mais non, tu n'as pas besoin de plus d'amis scénaristes. Il faut que tu développes des relations avec des producteurs parce que le producteur, lui, a besoin de script et toi, tu veux vendre ton script. Donc, vous comprenez. Donc, il n'y a pas que le business, il faut aussi pouvoir développer des relations humaines saines, des amitiés. Comme nous, on s'est rencontrés, tu vois, et aujourd'hui, on se retrouve ensemble à faire un podcast, mais c'est parce qu'il y a eu une énergie, il y a eu un contact. Absolument. Et aux États-Unis, encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très mis en avant. C'est le réseau. À New York, bon, malheureusement, je vais dire, mais à New York, personne va prendre un café avec toi juste pour prendre un café, en fait. Oui. C'est très, très rare. Il faut qu'il y ait un enrichissement réciproque. Oui. Mais en plus, je trouve que c'est vachement enthousiasmant et c'est aussi la force de ces métiers-là. Enfin, je trouve qu'un des gros avantages de la production audiovisuelle et cinéma, c'est ça. C'est que du coup, les dialogues qu'on a avec d'autres corps de métier font que ça nous enrichit toujours notre casquette. Donc c'est passionnant. Enfin, moi, je reste une mordue, hein, tu vois. Exactement. On y gagne tous et c'est toujours très, très bénéfique. Le cinéma, en vrai, c'est la vie, quoi. On est là et on travaille sur des histoires de vie. Donc, en fait... Moi, j'en parlais hier soir. J'en parlais hier soir parce que je suis un label de musique et des artistes. Et quand ils sont arrivés au studio hier à minuit et tout, je regardais l'équipe 21, résumé du match France-Pologne. Et ils me disaient, mais toi, t'aimes le foot? Et je leur disais, mais tu vois, ce passage vient de me donner une idée pour un de mes films, en fait. Ah. Un de mes personnages, je le vois bien être un sport broadcaster. Donc, en fait, tout m'enrichit. Bah oui. N'importe quelle conversation, n'importe quel truc que je vais voir sur les réseaux, à la télé, parce que le métier qu'on fait, c'est la vie, quoi, c'est les histoires de vie. Donc, dès que tu comprends ça, en fait, ben, tout est productif, tout devient productif. Et tu regardes tout le temps dans la bonne direction. C'est-à-dire que tu perds jamais de temps. Oui, ah oui, je comprends complètement. C'est des histoires de vie, mais aussi ce que je trouve que tu dis par rapport à ton parcours et à tes réflexions, c'est qu'il y a aussi cette notion que finalement, l'histoire avant le projet final, elle est tout aussi importante que le projet en lui-même. C'est-à-dire que de comment on va construire la stratégie de production, la stratégie de formation des équipes pour préparer les films, elle est tout aussi importante que l'importance de savoir comment on va faire la fabrication et comment on va s'occuper de la circulation du projet. Donc ça, c'est hyper important parce que toi, tu as eu conscience de ça très tôt. Tu parles de sport d'équipe alors que tu viens d'un sport individuel. Et enfin voilà, il y a vraiment cette importance chez toi. On le sent, hein, tu vois, de vraiment avoir un enjeu d'équipe. On est ensemble sur ce même projet. Comment on fait pour que ça se passe bien, quoi. Exactement. Et c'est une très bonne remarque parce que le sport individuel que moi j'ai fait, en fait, c'est un sport d'entrepreneur. Ah, oui. Parce que les tennisman, c'est eux qui engagent leur équipe et c'est eux qui payent leur équipe. Oui. Et mon film parle de ça, en vrai. Tu vois Donc, c'est ça que ça m'a aussi donné. C'est cet esprit de former mon équipe que je trouve, encore une fois, que les gens n'ont pas beaucoup quand ils viennent me parler de cinéma. Je leur dis, mais où est ton équipe? Oui, c'est vrai. Non, mais je on en vois parle que pas des gens trop. seuls. Je vois tout le temps des gens seuls qui viennent me voir. Mais je dis, mais si tu as été à l'école de cinéma, est-ce que tu as essayé de former une équipe? Moi, tous mes films, c'est la même équipe. Tous les films que j'ai produits, plus ou moins, les courts-métrages, dans la fiction, tout ça, etc., j'ai toujours gardé le même cadreur. C'est un ami à moi de New York qui est norvégien, Björn, parce que ce que j'essaie de développer, c'est évoluer
dans ce qu'on fait ensemble. Et à chaque fois que tu vas changer d'équipe, tu repars à zéro en fait. Absolument. Ouais. Et Barry Jenkins, je crois, Moonlight, il disait Mm. que c'était la même équipe depuis 9 ans, quoi. Tout, Ouais. tu vois, le sound éditeur, l'étalonneur, c'est tout le temps la même équipe. Et c'est comme ça aussi que moi je vois le cinéma. Et je pense que ça vient aussi du tennis, puisque le Oui. tennis, tu gardes la même équipe pendant 8, 9, Eh 10 ans, oui. Ouais. tu vois. Donc, ouais, pour moi, c'était très, très, très important de penser à la base. Et je prends souvent l'exemple et la métaphore de l'architecte. Ouais, il fait ses plans et il construit rien tant qu'ils sont pas sûrs que le plan il est béton en fait. Oui, Tu oui, vois? oui. Parce que sinon Ouais. tu peux construire ta maison en 3 mois. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'elle va tenir quand il y aura un cyclone. Absolument. Et Puis tu il peux sait tout qui aller perdre. chercher. C'est-à-dire qu'il a ses entrepreneurs favoris, il a ses fournisseurs parce qu'il a enquêté avant avec qui. Enfin, c'est une très bonne image du coup comme parallèle parce que c'est vraiment Exactement. ça. Et je l'apprends pour tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que j'entreprends, toutes mes entreprises. Je mets jamais de temps. Je m'en fous de combien de temps ça va prendre. Je réfléchis d'abord à la qualité. Et encore une fois, c'est un truc que j'ai beaucoup appris aussi aux États-Unis. En étudiant le business dans lequel Mm. j'opère, on est dans le business de la propriété intellectuelle. Oui, Donc on est là pour créer un produit qui est censé ouais, perdurer dans le temps absolument. et Ouais. nous ramener du revenu dans le temps. Pas Incroyable. faire un film Mm. et le vendre là, et Et prendre puis un cachet. l'oublier. Mais non. Ouais, Donc ouais. en fait, ça veut dire que le plus important, c'est que tu puisses optimiser la qualité de ce que tu fais en fait. Donc j'enlève Absolument. complètement la notion du temps quand je travaille. Oui, mais parce que finalement, dans ta manière de construire les projets et d'avancer dans la prod, tu as une vision long-termiste. C'est-à-dire que toi, tu sais d'avance que tu t'engages dans un processus qui va t'investir sur du long terme. Tu Oui. vois. Parce que Alors que mine de rien, les habitudes, je dirais, qui sont pas les bonnes, enfin qui sont peut-être trop piégeuses et nuisibles, c'est des visions court-termistes. Et c'est parce qu'on est court-termiste qu'on va détourner des fonds, c'est parce qu'on est court-termiste qu'on va détourner des associés, enfin des choses comme ça. voilà. Et du coup, moi, je pense que c'est parce que je possède les droits de ce que je produis. Oui, bah, c'est toujours cohérent avec ta stratégie. C'est Voilà. par rapport à toute ton histoire, tout ton parcours et ta formation, tu sais que le plus important, c'est de sécuriser la propriété intellectuelle pour que tu puisses, toi, construire ton business autour, quoi. Exactement. Ouais, bravo, hein. Exactement. Et Bravo. c'est des risques, hein, mais encore Ah une fois, oui, ouais. on revient à ce que mon père disait, quand tu es préparé, il n'y a pas de risque. Enfin, c'est Donc, des risques, mais c'est des engagements, je dirais. c'est des engagements, Ouais. exactement. Et c'est des engagements qui sont censés fonctionner s'il y a une stratégie derrière. Et puis une foi, c'est-à-dire que tu crois quand même à ce que. Ce serait bien qu'on verra comment on va faire, mais qu'on prenne un projet en exemple. Mais du coup, toi, quand tu travailles, tu t'engages aussi parce que tu y crois. C'est-à-dire que mine de rien, tu tires pas à l'aveugle Non, sur un projet. Tu vas pas non plus faire le projet que veut le marché absolument non, parce que tu dis il y a la place à prendre. Tu fais un projet auquel toi tu crois oui. et que tu es capable de défendre becs et ongles. Oui, je fais un projet. Pour moi, c'est beaucoup, pas au tout début, hein. Au tout début, le tennis, c'était personnel et je pense que c'est pour ça que ça a Oui, fonctionné. alors c'était personnel, mais tu croyais dès le départ, et mine de rien, c'est ce qui t'a guidé sur comment je vais faire pour produire un film qui va parler de ces enjeux-là, de ces sportifs finalement qui sont coupés en plein élan Oui. et qui n'ont pas de plan B. Donc C'est- finalement, c'est pas tout à fait juste, parce que tu avais déjà un plan sans forcément l'apercevoir, mais était déjà là. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, je suis en train de me rendre compte, c'est que c'est pas pour moi en tout cas, c'est pas une question de croyance et de foi. Pour moi, en fait, il faut choisir le film et l'histoire que tu n'as pas le choix, mais que de raconter. Ah, ok. Parce que sinon, tu vas pas te sentir bien, en fait. Ouais, Moi, je je comprends. choisis des histoires où je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que c'est thérapeutique. Oui, je Donc, dois raconter cette voilà. Et histoire. du coup, c'est pour ça que j'enlève la notion du temps et de l'argent. Et du coup, je reviens sur la qualité, du coup. Oui. Parce que comme c'est quelque chose, c'est une histoire qui me tient énormément à cœur et Mhm. que je me donne à Mm. fond et que je maîtrise ce que je fais, ben, la qualité viendra. Donc, j'ai une vision qui est un peu, je dirais, même déséquilibrée du travail parce qu'encore une fois, je viens du sport de haut niveau et du tennis Oui, oui, où on passe 5 6 heures à taper dans une balle jaune. C'est pas quelque chose de normal. oui. On Ouais. devient des robots. Et des fois, il y a des gens qui me regardent dans mon entourage. Ils me disent, mais Mehdi, là, il est 3 heures du matin. Tu veux Ouais. pas reprendre demain? Et je sais même pas qu'il est 3 heures du matin. Oui, toi tu t'engages et tu vas jusqu'au bout. Je m'engage parce que cette histoire doit être racontée. Oui. Et Ouais. comme elle doit être racontée, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est comme, bon, Hell of a Cruise. Quand j'ai entendu que les cas de Covid, près de 17-23% venaient de bateaux de croisière, et que c'est ça qui a propagé le Covid dans Mm. le monde entier, et le premier décès en Guadeloupe et en Martinique venait de croisiéristes, je me suis senti concerné. Je me suis Ouais. dit, il faut que les gens comprennent le danger que c'est les bateaux de croisière quand il y a Ouais. des Ouais. maladies. Il ne Ouais. faut pas que cette chose-là
recommence avec une dizaine de crews qui se sont suicidés parce qu'ils sont enfermés dans une cabine pendant 2 3 mois, parce que le monde entier est fermé et qu'on est les seuls à pouvoir raconter leur histoire. Donc quand c'est un truc comme ça qui t'arrive et tu commences à recevoir des photos de crews dans l'eau, Ouais. qu'on a retrouvé des corps, pense plus à l'argent ni à Mm. quoi que ce soit, tu te dis écoute, il faut donner une voix à ceux qui n'en ont pas en fait. Mm. Et donc mon choix, il est plus dans ça, des projets. J'essaie de trouver le projet où je sais que je vais dépasser mes limites. Bravo, hein, parce que c'est une vraie belle preuve d'engagement, tu Oui, vois. oui. Là, je pense que tu fais rêver plein d'auditeurs, d'auditrices, tu vois, qui disent, moi, je veux être produit par Mehdi, quoi. Ah bah ouais, parce que Ben là, c'est oui, vraiment l'engagement. Moi, ça me parle beaucoup, parce que c'est très cohérent avec mes valeurs aussi, moi, de productrice. Enfin, je m'engage entièrement dans les projets que j'ai produits et tout. Donc, je comprends complètement, mais c'est vrai que, du coup, c'est un peu parfois ce qui manque en France, puisque finalement, on va être contraint parfois à produire pour répondre aux besoins du marché, parce d'accord. qu'on est contraint dans une obligation économique de vivre. Comment je fais pour vivre de mon métier, alors que derrière, les projets engageants et qui me portent, ben, je ne peux pas les produire ou je ne peux pas les faire exister, en tout cas pas tout de suite. Pas D'accord. tout de suite. C'est là que vient l'expertise de l'autre côté du business, justement, dans le côté Mm. de l'achat et de la distribution et du financement de films, où moi aussi, du coup, j'ai eu mon expérience. Et je te donne un exemple. Par exemple, Hell of a Cruise, donc Mhm. c'est un documentaire. Quand on me le présente, c'est quelque chose qui est quand même... on a beaucoup entendu parler de Diamond Princess. Donc, tout le monde a vu aux infos. Donc, je me dis pas, ah, il y a les crews, les trucs et tout, etc. Il faut que je raconte l'histoire. Quand je sais que l'histoire est pertinente, maintenant je cherche comment je vais le vendre. Et du coup, j'ai regardé un peu tous les personnages et je me suis rendu compte qu'il y en a 3 qui étaient jeunes, qui étaient à l'école en Chine et qui sont partis pensant que c'était Spring Break, qu'ils allaient trouver des meufs et tout, etc. Ils se sont retrouvés sur un bateau de croisière avec des retraités asiatiques enfermés dans une chambre. Et j'ai décidé de focus sur eux. Mm. Donc, il y D'accord. a la partie où le sujet t'intéresse, et ensuite, il y a la partie technique où tu vas essayer de trouver la logline qui va permettre de le vendre. La stratégie qui te permet de rentabiliser le projet. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est délicat et c'est épuisant, le changement de casquette. Oui, Mais du coup, c'est aussi ça qui fait ma force, c'est le fait que je puisse commencer sur le créatif et ensuite switcher directement sur le business et d'accord. essayer de comprendre qu'est-ce qui va intéresser les acheteurs. Oui, oui, oui. Parce que eux, ils vont me parler de démographique, de market share, Oui, absolument. voilà, ils Ouais, vont me ouais. parler de trucs où il faut que j'ai les réponses. Donc toi, donc c'est incroyable. Tu passes de la casquette d'écriture finalement, de conceptualisation de ton projet pour finaliser un peu les tenants et les aboutissants, pour avoir un documentaire ficelé qui tient bien la route. Et tout de suite, tu es capable de switcher dans ta casquette prod, où tu dis, OK, voilà, notre target cible, c'est ça. Notre stratégie de marché, ça va être ça, parce que là-bas, il y a telle typologie de public, et du coup, je sais que je peux toucher X% de part de marché. Et donc, théoriquement, en tant de mois, tant d'années, on va rentrer dans un niveau de rentabilisation de tant de pourcents de mon financement, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce New York Film À ta Academy, du coup, formation? ma Bah oui, formation. c'est Et super. c'est ce que j'ai appris. Et du C'est coup, j'ai super. appliqué tout ça. Et à chaque fois, je me retrouve dans des boîtes où les mecs, ils sont un peu surpris, quoi. Parce que Oui, du coup, parce ils que tu sont as tout le habitués. spectre. Voilà, j'ai tout Ouais. le spectre. Et malheureusement, ou bien heureusement, j'ai essayé de travailler dans des boîtes, mais je me retrouve à être le plus diplômé. Donc, je suis français, tu vois, je suis antillais, black, j'ai l'accent, tout ça, etc. Donc, ça a toujours été compliqué pour moi de pouvoir faire ce que je sais faire, en fait. Tout le monde, ils Hmm. ont toujours voulu me mettre quand même dans une case, Bah malgré le oui, fait tu que pouvais pas les exprimer États-Unis, tout ce que voilà. tu étais capable d'exprimer, quoi. Voilà, mais Ouais, comme j'ai ouais. commencé par l'entrepreneuriat, je savais que c'était ça pour moi en fait. Donc c'est pour ça que je reviens maintenant. Après toute cette expérience, j'ai fait 7 8 ans à New York quand même. Et là maintenant je reviens et avec tout ce que j'ai appris, et j'ai envie déjà de faire mes projets, puisque Oui, j'ai dû ouais, tout ouais. mettre de côté pour apprendre et aussi pouvoir aider les autres. Donc là, tu vas déployer enfin tes productions dans ta nouvelle structure. Voilà, D'accord. c'est le but. J'ai eu une année 2023 très 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 compliquée. Ouais. Encore une fois, j'ai eu encore un problème dans le business où on m'a envoyé dans un Ah, documentaire au Mexique qui était très dangereux d'ailleurs. Tu vois, j'ai oui. dû affaire au cartel, tout ça, etc. C'était très 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 compliqué. C'était sur les psychédéliques.
D'accord. Et on les appelait les Tuluminati. Tu sais, c'est les gens pendant le Covid qui sont partis au Mexique Ah oui, oui. et qui ont commencé à faire des cérémonies chamanes avec les Oui, avec chamans la... d'ayahuasca, Voilà, tout ça, ouais. etc. Mm. Et en fait, qui sont jamais rentrés chez eux. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai filmé leur évolution. D'accord. Et là, tu vois, l'année dernière, on m'a envoyé là-bas, on m'a pas payé, on a essayé de Ah, changer la narration pour exploiter les histoires que j'avais développées et tout, ah oui, d'accord. en faisant un sorte de fire festival, Mm. parce que tu vois, il y a des histoires d'abus sexuels, de viols, tout ça, et c'est pour ça que certaines femmes partent là-bas pour essayer de guérir, et elles se sont ouvertes à moi, et on a essayé de me récupérer tout ça pour en faire un Oh autre là film, tu là. vois. Ouais, d'accord. Et du coup, ça m'a un peu refroidi. Ouais, je Et je me comprends. suis dit, c'est la dernière fois que je travaille pour quelqu'un, quoi. Je Tu vois. comprends. Ouais, Donc, ouais. je suis rentré et je me suis dit, c'est fini, quoi. Il faut que je revienne à pouvoir Oui, maîtriser tout ce que je fais. voilà, tu veux pas être exploité et c'est normal. Je veux pas être exploité, mais surtout, je veux être sûr, et on en a parlé tout à l'heure, je veux être sûr que je puisse me regarder dans une glace Ouais, c'est ça. et que mon intégrité et la façon dont ma Oui, grand-mère et mes grand-mères m'ont élevé, que je puisse honorer ça vu qu'elles sont plus là. Pour oui, moi, c'est le plus important. Et je pense qu'en tant qu'antillais et aussi en tant que black, mais en tant qu'afro, on doit être beaucoup, beaucoup plus stratégique que ça, en fait. Des fois, oui. j'entends des gens qui viennent me voir et qui me disent, ouais, mon premier film, et je leur dis, mais non, il te faut une stratégie d'un premier film d'une femme noire ou d'un homme noir, pas d'un premier film. Ouais. Une stratégie qui, politiquement, peut t'emmener plus loin. Exact. Déjà, peut t'emmener ouais, à la prochaine étape. Voilà, Et oui, à l'étape après, tu d'après. vas me parler de ce Ouais, que ouais. tu veux faire. Mais là, on n'est pas là, en fait. Là, il faut que tu me parles de ce qui est possible, ce qui est réaliste. Et même Mm. de mes anciens profs que j'ai dans ce moment, il est arrivé, ben, Randy Doughton, il est arrivé avec un super script et un budget de 2 millions. Je lui ai dit, mais non. Je lui ai dit, non. Tu vois, tu es prof, tu as la quarantaine, tu vas pas trouver le financement. Tu vois. Mm. Donc, réfléchis à un concept entre 200 et 300 000 dollars. Et je lui ai donné une idée de son script. Dans son script, il avait une scène. Ouais. Son film parlait de l'histoire de deux frères, un qui est emprisonné et l'autre qui lui a toujours été droit, et que sa mère qui est mourante veut que son frère fasse sortir son autre frère pour qu'elle puisse passer du moment avec lui avant qu'elle parte, en fait. Et Mm. je lui ai dit, écoute, là tu me montres tout un film, plein de choses qui se passent, plein de lieux, parce que aussi j'ai été line producer. Mm. Donc j'ai fait des budgets, j'ai fait des... Ouais. Donc je sais comment écrire pour pas cher, Ouais. qui est un autre problème, parce qu'à New York Film Academy, on n'apprend pas aux scénaristes à faire des budgets. Non, bah non. Ils font des scénarios qui sont chers, ils comprennent Oui, pas ça. ils se rendent pas compte Non, il y a après. une scène, il y a une Ouais. Harley Davidson, mais je dis, mais non, Ouais, comment on ça fait? c'est 3000 euros à louer pour la journée, tu vois. Ouais, ouais. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, fais une scène ou fais un film qui parle juste de le frère qui conduit à la prison et qui revient avec son frère, quoi. Et Mm. tout se passe, tu vois, dans la voiture avec des flashbacks. Et là, il m'a dit, waouh. Et tu vois, là, il est en train de travailler dessus. Et là, Ok. 200, 300 000, là, on peut trouver Oui. cet argent. On peut peut-être aller en festival. Et ton deuxième film, du coup, tu vas pouvoir faire le Et 2-3 oui. millions, mais Ouais. viens pas me voir avec un film de 2 C'est millions ça. dans la Ouais. conjoncture actuelle, parce que tu vas perdre du temps. Absolument. Oui, tu vas perdre du temps, puis ça peut abîmer. C'est-à-dire qu'il faut aussi réfléchir à comment j'ai des projets tremplins qui me permettent petit à petit de gravir les échelons pour justement, à un moment où je sais que je suis assez costaud, je peux là lancer mon projet de cœur, mon projet un petit peu cher, parce que j'aurais déjà utilisé les autres en tremplin. Exactement. Ouais, ouais, Et un de complètement. mes modèles, c'est Blumhouse. Tu vois, Mm. Jason Blum, Oui, ah bah oui. Ouais, ouais. avec, tu vois, Paranormal Activity, Project Ouais. X, tout ça, etc. Et même quand j'en parle aujourd'hui, je suis dans des histoires de levée de fonds et tout, et j'en parle à des financiers. Et tout le monde me parle de budget, gros budget, 20 millions, 30 millions, parce que c'est comme ça que tout le monde se paye. Et je leur dis, oui, mais si tu fais le film à 1 million et tu fais 30 millions au box-office, là, tu as 29 millions de chiffre d'affaires, pas de budget que tu vas Ouais, utiliser. ouais, tout à fait. Et ils me disent, ah ouais, waouh. Mais c'est Parce que plus intéressant de personne pense rappeler comme ça. l'importance du taux de rentabilisation, finalement, parce qu'on l'oublie. On l'oublie. Mais parce qu'en fait, le travers, je trouve, du système d'aujourd'hui, c'est que finalement, les producteurs, ils ont besoin de s'enrichir avant de mettre en place un système de rentabilisation. Et c'est ce qui fausse la donne. Puisque finalement, dès que c'est vendu ou préacheté, ça y est, ils ont pris leur marge, etc. Et il y a moins cet enjeu stratégique de comment je rentabilise le film, comment je le fais circuler, puis en plus, comment je le fais vivre. Donc c'est hyper Exactement. intéressant, quoi. Et c'est leur façon de minimiser les risques au final. Oui, aussi. Et Ouais. parce que on n'en parle pas suffisamment, mais il n'y a que 5% des films qui sont rentables. Il y en a énormément qui sont produits, financés, qui ne Ouais. font pas rentrer d'argent. Donc leur façon de minimiser le risque, c'est le préachat
Et moi, c'est ce que je fais beaucoup aussi. Par exemple, Hell of a Cruise, c'était du préachat vendu. On l'a vendu avec un scissor reel de 7-8 minutes, tu vois. Mais dans la fiction, j'ai une autre stratégie. C'est super intéressant tout ce que tu dis parce que je trouve que tu représentes bien finalement l'importance de prendre conscience de qu'est-ce que ça veut dire être producteur, quoi, ou être un bon producteur. Du coup, c'est vraiment comprendre tout le spectre de tous les métiers nécessaires à la réalisation d'un projet final d'audiovisuel qui va circuler et de bien comprendre aussi toute la chaîne de valeur du secteur dans lequel tu évolues, tu vois. Et pas Exactement. finalement t'arrêter uniquement à ton spectre et ce, je dirais, avant toi, enfin en dessous, donc les auteurs, la réalisation, la fabrication, mais t'intéresser aussi à ce qui se passe après, la circulation, la rentabilisation, les chaînes de droit, etc. Exactement. Et c'était une volonté de ma part de faire des stages dans tous ces corps de métier. Donc j'ai Ah fait le oui, stage en distribution, j'ai fait le stage en super. financement de film, j'ai fait mes Ouais. preuves en assistant réal, en production manager, j'ai conduit des trucks. C'était ma volonté de faire ça à 25, 26, Oui. 27, 28, 29 ans, quoi. Ah oui, puis c'est les âges où on a l'énergie pour le faire, donc On a faut y les, aller, quoi. c'est les armes, on a l'énergie pour le faire, mais il faut aussi avoir le courage. Oui, il faut avoir la curiosité. La curiosité, parce que c'est des âges où tout le monde se met en couple, dans des familles, des Oui, trucs, c'est vrai. achète des appartements, des maisons. Moi, je regarde autour de C'est moi, je vrai. me dis, wow, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et au final, tu te rends compte que tu as développé des atouts Oui, que personne ne peut te oui, prendre, en fait. oui, C'est à oui. vie, c'est ancré en toi. Ça veut dire que je vais toujours pouvoir produire un script de qualité ou un film de qualité Mm, mm, mm. et on va jamais pouvoir m'enlever ça. On peut m'enlever l'argent, tout, mais on va pas t'enlever les aptitudes et les skill sets que tu as acquis, en fait. Ouais, Et donc, complètement. encore une fois, c'est une façon de voir sur du long terme. Oui, oui, oui. Bah, tu as développé un super muscle, Exactement. finalement, de conceptualisation de projet. Et en plus, tu es capable de les porter jusqu'à terme à la production, à la circulation. Exactement. Du Ouais, script à la vente ouais, ouais. et au marketing et tout, hein. Impressionnant. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête de Mad Films. Ok. Tu vois, parce que c'était une start-up et c'est pas la première fois, hein, c'est ma troisième start-up dans le cinéma. Et j'ai fait aussi du consulting pour pas mal de start-up, même ici en France. Ouais, j'ai un peu aidé les AfroStream et les Cinewax, Ouais. tu vois, les copains et tout, etc. autour de moi. Parce qu'encore une fois, j'ai cette capacité de voir les choses de bird eye view Hmm. en fait. Tu Ouais, vois, en 360 et pas juste absolument. sur un domaine. Ouais, absolument. Bravo, c'est incroyable. Je Merci. pense que ça va en impressionner beaucoup parce que mine de rien, merci, hein, parce que tu as été hyper riche dans le détail de comment tu as évolué dans ton parcours et finalement comment tu as fait pour enrichir vraiment de manière intelligente et concrète ta casquette de producteur pour être encore plus efficace, encore plus pertinent et pouvoir durer dans le temps. Là maintenant, aujourd'hui, tu dis que tu as une nouvelle structure qui est en France, c'est ça? Qui est basé administrativement aux Antilles. D'accord, Mais l'idée aujourd'hui, bon, je suis encore en train de bosser dessus, mais l'idée, c'est essayer qu'elle soit basée à Paris, en fait, parce d'accord. que je vois où les choses se dirigent, Oui, et je pense il y a de quoi faire en Afrique et dans le Moyen-Orient, et que je trouve que la France, c'est un bon, tu vois, c'est un carrefour. un bon carrefour, en Mm, fait, tu vois. tout à fait. Ouais, Voilà. complètement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, alors, tes rêves de projet, ou enfin, si tu peux en parler, là, les prochains projets que tu rêverais de produire ou que tu es en train d'essayer de produire, c'est quoi? Enfin, quelles sont tes ambitions, tes rêves en production? Très bonne question. En production, Ou en écriture, parce que comme tu écris aussi. ouais. Ben, je vais peut-être que je vais toucher un tout petit peu du coup sur ma stratégie maintenant par rapport à mon studio. Oui. Donc, en 2023, comme je te disais, c'était une année difficile pour Mhm. moi. Et quand je suis sorti de ce truc du Mexique, je me suis retrouvé à ne plus travailler. C'est-à-dire la boîte pour laquelle je bossais m'a proposé de devenir partenaire, me donner des parts, tout ça, etc. Le gros truc, tu vois. Ah oui, Parce d'accord. qu'on était une centaine d'employés, genre, ils voulaient que je sois, tu vois, dans le top 6 de la boîte et tout, Ouais. etc. Partenaire, tout le truc, avec, tu vois, Un certain confort, mais c'était pour t'endormir. un confort, tout en fait, tu vois. Hmm. Et j'ai dit non à tout et je suis reparti à Eh ben, toucher 0 € pendant 6 7 mois, quoi, tu vois. ouais. Et j'ai pris ces mois pour écrire, pour écrire, pour écrire. Et en fait, j'ai écrit une trentaine de projets. Ok. Et bon, tu vois, vraiment de pitch deck, quoi. Oui. Synopsis, traitement de texte souvent, et logline, et tu vois, mood board, tout Hmm. ça. Et j'ai fait ça pour 30 projets. Donc, C'est j'ai pas énorme. arrêté, en fait. Pendant 2 mois, Incroyable. j'ai écrit.
plein de concepts que j'avais de toutes les dernières années. J'ai tout mis sur une feuille de papier, en fait. Et je me suis servi de ça pour trouver justement des partenaires, des financements, tout ça, etc. Donc maintenant, le but pour moi maintenant, tu vois, c'est vraiment d'essayer de Alors là, vous voyez pas, mais il pitcher. me montre sur son téléphone en fait tout son travail. C'est Voilà, tu impressionnant. vois. Donc, Bravo. c'est pas, je vois pas les choses en mode ah, je travaille sur un film ou un projet. Non. Oui, je suis d'accord. Là, Bah oui. maintenant, j'en ai 30. Et quand je fais des rendez-vous, je leur dis choisissez un des Ouais. 30. Mais ça reste cohérent avec tout ce que tu disais tout à l'heure, puisque comme ta vision de la production, c'est que la production audiovisuelle, cinéma, c'est la vie, et que finalement la vie est une source d'inspiration inépuisable. C'est hyper logique que tu arrives Exactement. à sortir une trentaine de projets, surtout après cette année au Mexique, où je me dis que là, d'un point de vue enjeu vital, ça réveille aussi plein de choses, de questionnements sur la nature humaine, les relations humaines, l'avenir, le monde dans lequel on veut vivre. Donc, mine de rien, peut-être que cette complexité que tu as vécue en 2023 t'a énormément nourri dans ta créativité. Exactement. C'est pour ça qu'on dit tout le temps jamais blâmer une contrariété parce qu'au final, On peut la transformer. on peut la transformer et ça commence avec mon échec dans le tennis Oui, qui m'emmène dans le ça aussi, c'était cinéma dur. Ouais. et ensuite, tu vois, faire un dîner avec un mec qui me donne pas l'heure et au final, il me donne la clé Ouais. d'y aller seul. Ensuite, essayer de faire un partenariat avec un pote qui essaie, lui, de Mm. me la faire à l'envers. Ouais. Donc, à chaque fois, en fait, ça m'a recadré vers le fait que t'as pas besoin de gens, en fait. Tu vois, Mm. ça te recadre vers ce truc où tu peux le faire seul, mais il faut que tu aies la détermination d'apprendre le Oui. métier dans lequel tu veux opérer. Et je trouve que ça manque aujourd'hui dans les jeunes où ils se rendent pas compte que c'est une industrie en fait, c'est Oui. pas une passion, on est Oui. dans un business. Donc il faut connaître le business dans lequel tu veux Oui. réussir quoi. Oui, je suis d'accord. Alors oui, alors je suis quand même d'accord sur le fait que ça reste une passion. Ça peut être quand même lié à l'industrie, mais qu'il faut avoir conscience que derrière, il y a du boulot, que c'est pas juste des strass et des paillettes et des Voilà. montées de marche sur des tapis rouges pour schématiser. Oui, moi, tu vois, même dans la musique, hein, je Et que produis dans la finalement, musique. le business en lui-même, la logique business, enfin, moi je trouve, hein, c'est quand même passionnant aussi, enfin, de Oui, réfléchir à toutes ces stratégies, tous oui, ces plans. Ça fait oui, partie aussi du jeu de construction, quoi. grave. Mais je vais être honnête avec toi, moi, je vois pas ce que je fais comme une passion. Parce que pour moi, une passion doit rester une passion en fait. Oui, il faut pas que c'est un enjeu économique derrière, c'est Mais ça que non, tu veux dire? non, moi en fait, c'est-à-dire que si tu décides d'en faire ton métier, Oui, il ben, faut qu'il y ait il une faut le prendre logique comme un métier en économique. fait. Il Ouais, faut le prendre je comme comprends. une profession. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me disent, mais Mehdi, ton parcours et tout, pourquoi personne ne te connaît, tout ça, etc. T'es pas dans la Pas presse, encore. truc. Enfin, Et moi, je leur dis, mais le médecin, il est pas dans la presse. Tu vois, c'est-à-dire oui, que moi, je le prends vraiment comme un métier en fait. C'est-à-dire, je me lève le matin et je vais travailler. oui, J'ai pas envie d'avoir ce truc où je me dis, ah, je suis passionné du cinéma parce que du coup, tu oublies les enjeux. Tu oui, vois, il oui, y a des enjeux économiques. Et, absolument. et c'est ça que New York m'a aussi Ouais. appris. C'est-à-dire que oui, ton histoire, elle est belle, Mehdi, mais il faut que tu saches qu'on est 8-9% de Africains-Américains aux États-Unis. Ouais. Donc c'est niche. Donc tu ne peux pas espérer lever des sous au-dessus de 3-4 millions si ton cast, il est black. Et ça n'a rien à voir avec le racisme. Des fois, je Oui, rentre c'est en une France réalité et économique. j'entends des choses et je me dis, mais tu vois, il manque des... Des datas, des il- données pour justement asseoir la stratégie économique. Ben oui, c'est-à-dire que non, on fait... Dès qu'il y a des blagues dans ton film, ça a changé, hein. Mais à l'époque, quand moi j'ai été formé en financement de film, on me disait oublie déjà l'Asie, qui Ouais, est le territoire qui permet de recouper en fait. ouais. Ça veut dire que les gros films, les gros studios, ils misent sur l'Asie pour recouper le budget marketing, Mhm. qui est doublé de leur budget. Si le film a coûté 30 millions à faire, le budget marketing sera entre 20 et 30 millions, et que pour recouper, il faut qu'ils accèdent à l'Asie en fait. Mhm. Donc nous, en tant que Noirs, si on doit déjà oublier l'Asie, on doit oublier tous Ouais, les pays d'Europe du Sud, la Italie, tout ça qui n'achètent jamais de contenu black. On doit oublier le Brésil, parce qu'encore une fois, moi, c'est ouais, d'autres data que ouais. j'ai, parce que j'ai été C'est ça. dans les marchés. J'ai Ouais, compris ouais, ouais. aussi pourquoi ils achètent pas. Et Mhm. c'est pas du racisme, ils se disent juste que nos gens vont pas aller se déplacer pour voir des gens avec qui ils peuvent pas connecter, Mhm. tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, ou quand j'écris pour mes gens, ou quand j'écris des histoires qui me ressemblent, ben je pense micro-budget. Oui, il faut avoir la stratégie adaptée. Exactement. Ouais, complètement.
Ouais, bravo. Je trouve ça incroyable tout ce que tu nous partages. C'est très très riche. Merci encore. Vraiment, c'est juste extraordinaire. En tout cas, moi, ce que je note de ton parcours, c'est quand même aussi une vraie stratégie de la persévérance. Il y a quand même une logique de marathonien, d'endurance et tout. Il y a quand même un double discours, puisque finalement, il y a cette logique de se dire on peut rien faire sans une bonne équipe. Donc moi, il faut que je constitue une équipe de talents qui vont me compléter et que je complète aussi pour qu'on puisse grandir, évoluer et avancer ensemble. Et en même temps, tout à l'heure, tu disais, il ne faut pas avoir peur non plus d'avancer tout seul pour mettre en route la machinerie, quoi. Aujourd'hui, comment tu travailles? Parce que tu as cette nouvelle structure, tu as ta trentaine de projets que tu essayes de développer et de faire financer. Est-ce que tu as d'autres personnes qui travaillent avec toi en production? C'est quoi finalement ton équipe autour de toi pour justement porter ces projets à la réalité? Oui, en fait, quand je disais seul, je disais ne pas être employé, Oui, ah d'accord, ne ok, pas être c'était sous ça, d'accord. un studio, ne pas être sous Oui, une boîte de production. rester autonome, De rester indépendant. autonome et Oui, justement, ça va te permettre de créer des équipes. oui, ah oui, Une oui, chose que tu ne peux pas faire quand oui, tu c'est travailles vrai. dans une boîte. Oui, on t'impose des castes techniques, face et arrière caméra, Et quoi. la dernière chose qu'ils veulent, c'est que tu aies ton indépendance pour récupérer les talents. Oui, donc ils te mettent bien des castings. Je sais, hein, pour l'avoir vécu, ils te mettent bien des gens qui vont bien te contrôler dans tout Exactement. ce que tu vas faire. Surtout si tu es quelqu'un qui a un potentiel. Ouais, Voilà, parce que ce qui le fait peur, et c'est une autre chose que j'ai compris aux États-Unis, c'est qu'on est dans un business où en fait ceux qui prennent les décisions, je ne sais pas comment ça se passe en France, je pense que mm, c'est un peu différent ici, mais aux États-Unis, ceux qui prennent les décisions, généralement, sont pas vraiment très bons en fait dans ce qu'ils font. C'est mm, beaucoup de copinage. Donc, toi, tu penses que tu arrives et que ouais. tu vas être un atout pour eux, mais en fait, tu deviens vite une menace à leur poste. Oui, parce que ton niveau de compétence met en lumière leur incompétence. Exactement. Ça, c'est une chose que j'ai dû apprendre à manager. Et au début, je me suis cassé la gueule. Et Ouais, c'est pas que évident, hein. Ouais, c'est pas évident. non, Et il faut pas oublier que Black, tu vois, ouais. qui est Ah oui, encore un oui, autre oui, oui. problème. Mais Ouais, c'est pas évident, mais c'est quelque chose qui fait partie du business. oui. C'est pas que dans le cinéma, c'est humain, ça a à voir beaucoup avec les insecurities et tu vois Ah les oui, 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 complexes bien sûr. et le Mexique a été life changing pour moi parce que Oui, j'ai vraiment commencé à étudier l'ego, oui. comment maîtriser l'ego et Tous les biais cognitifs, les exactement, croyances intimes, et c'est exactement. ça que ça révèle en fait, C'est ça hein. que ça révèle et du coup Ouais, tu pars dans une dynamique où quel que soit ce qui t'arrive, tu essaies de comprendre. Tu essaies de ouais, ouais. comprendre avant de juger. Et moi, très vite, en fait, j'ai compris que même si certains ont une attitude bizarre avec toi, tu peux le prendre de façon personnelle et te dire parce que je suis black, blablabla. Mais en vrai, c'est parce qu'ils savent pas comment te dire qu'ils t'admirent. Tu vois, il y Oui, a ce ouais, ouais. truc où en fait ils se disent waouh. Ou que tu fais peur, c'est possible aussi, hein. Tu fais Mais peur, mais tu fais ça peur reste de parce qu'il y a une l'admiration. admiration. Oui, Tu vois, il absolument. y a ce truc où en fait tu arrives à être bien dans ta peau et moi j'y arrive pas. Donc quand tu Oui, comprends cette c'est vrai. chose, ça devient épuisant. Oui. Donc tu peux pas le faire pendant des années, mais tu deviens au service de tout le monde. Ça veut dire émotionnel et aussi sous le plan business. Oui, c'est pas général. Enfin, je trouve que c'est dangereux d'un point de vue énergétique parce que finalement, tu te perds beaucoup à essayer de tout comprendre. Enfin, c'est important de l'intégrer. Je trouve que ta logique de se dire, OK, j'accepte cette réalité-là humaine profonde, hein, tu vois, qui est que bah, chacun se bat lui-même avec ses propres croyances limitantes, ces énormes filtres avec lesquels il voit le monde. Comment moi je fais pour naviguer là-dedans sans prendre personnellement des reproches, des attaques, des tentatives de perturbation, parce que je sais qu'au fond c'est des trucs très intimes avec eux-mêmes qui sont en train de se battre à l'intérieur, quoi. Donc tu peux pas, Exactement, exactement. mais on peut pas. Et en plus, producteur, ça, on n'en a pas parlé, mais je pense que tu as été confronté. Je trouve que quand on gère des talents, on devient quand même vite psy, quoi. Enfin, Exactement. Tu sais, mon dernier film, Hell of a Cruise, oui, j'ai quand même au moins trois associés sur ce film qui ont déjà soit été nominés pour des Oscars ou ont gagné les Oscars, tu vois. ok. Le mec qui a fait la musique, il a déjà pris Ouais, 2 Oscars. Le réalisateur a été nominé 2 fois pour les Oscars. Donc, moi, je suis producteur délégué de tous ces gens-là, quoi. ouais, 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 Tu vois. ouais, Et je te dis ça, j'ai quoi? J'ai peut-être 32 ans à l'époque. ouais. Je suis le plus... Ils ont tous la cinquantaine. Donc, moi, j'arrive dans un truc où on me prend de haut.
Eux, ils ont dû accepter ça. Ils ont aussi. dû accepter ça. Ouais. Et tu sais, et le réal, c'est un ami, un Nick Wested, c'est une légende des clips vidéo. Il a fait Tupac, tout ça, etc. Et il a récupéré la boîte de post-production de son père qui s'appelle Goldcrest, qui est aujourd'hui l'une des plus grosses boîtes de production aux États-Unis et en Angleterre. Et il a quand même facilité les choses parce que, bon, tu vois, il est blanc, mais il est marié à une Jamaïcaine. Donc, tu vois, la culture caribéenne et tout. Ses enfants sont caribéens. Donc, on a cet affect entre nous. Mais c'est une amie du Mexique, en fait, qui m'a aidé à gérer ça, en fait. C'est-à-dire que on a eu beaucoup, beaucoup de conversations parce qu'elle, du coup, elle prend des champignons depuis pas mal de temps et c'est comme ça qu'elle medicated, qu'elle se soigne. Et en fait, elle me disait qu'est-ce qui se passe en ce moment et tout. Je lui expliquais, écoute, au travail et tout, des fois, c'est compliqué, quoi. J'ai l'impression qu'on me met des bâtons dans les roues, quoi, tu vois. J'ai l'impression qu'on est contre moi. On est contre moi, quoi, tu vois. Et en fait, elle me dit, mais est-ce que tu en as parlé avec eux? Je dis, ben non. Et ben, elle me dit, ben, tu sais quoi, demain, première chose que tu fais, va dans leur bureau et dis tout ce que tu viens de me dire. Ouais. Et j'ai fait ça, en fait. J'ai été, boum, et je leur ai dit, écoutez, je sais que je suis jeune, que j'ai peut-être moins d'expérience que vous et tout, mais je suis là pour aider, blablabla. Il n'y a plus de problème après, quoi. Ouais. Tu vois, il fallait juste briser. Ça les a rassurés aussi. Voilà. Et des fois, encore une fois, c'est pour ça que je te disais, des fois, oui, ça peut être épuisant, mais des fois, si tu veux que ça se passe bien, que tu es justement la personne qui te sent bien dans ta peau, ben c'est à toi de rassurer les autres. Bah oui, on est dans des relations humaines avant tout. C'est injuste, mais c'est à toi de rassurer ceux qui n'ont pas l'assurance que tu as. Ouais, et en même temps, je trouve que c'est injuste, mais c'est utile quand même pour toi quand même, parce que toi-même, ça t'apprend aussi à être plus compatissant, dans l'empathie, et finalement, la personne en face va naturellement aussi faire un peu écho à ça. Enfin, ça va la questionner de toute façon, qu'elle l'admette ou pas. Exactement. Et tu vois, c'est un truc que j'ai appris dans le business et dans le domaine dans lequel on évolue, c'est qu'en vrai, de vrai, ceux qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font, c'est pas ceux qui ont réussi en fait. Tu vois, c'est ceux qui ont su se mettre dans l'ombre pour aider les autres et qui ont créé des carrières. Ouais. Et moi, au final, je trouve que dans ma vie, tu vois, bon, j'ai été près de plein de gens, hein, les Gaël, mon fils, tout ça. On n'a même pas parlé de mes autres casquettes de consulting, de management et tout. Tu as eu la chance de croiser du beau monde. Oui, exactement. Et surtout, à chaque fois, tu vois, des hommes noirs ou caribéens, tu vois. Maintenant, je travaille avec les Marley, tout ça. Donc, j'apprends tellement. Tu vois, Gaël, il m'a appris un truc qui est tout bête. C'est que tu peux le faire, quoi. Oui, bah oui. Ouais. Tu peux le faire. Et ça, c'est une leçon de vie qui n'a pas de prix, en fait. D'avoir un ami d'enfance antillais, riche et que tout le monde applaudit à Roland-Garros et tout, alors que moi je l'ai vu, on était ensemble, tu vois, à Reims, on avait 12-13 ans, on n'avait pas un rond. Moi j'ai vu son évolution, il m'a montré qu'en fait il n'y a pas de rêve, quoi, tu vois, c'est des objectifs, tu vois, le rêve devient un objectif le moment où tu mets un plan en place, et ça m'a énormément aidé, donc aujourd'hui, c'est ça que je veux essayer de transmettre aux gens, quoi. C'est qu'il faut toujours avoir une stratégie, il faut toujours avoir un plan, quoi. Sinon, après, c'est un rêve et le rêve n'est pas censé être réalisé. Bravo. Bah écoute, on a déjà un peu dépassé l'heure, mais j'ai encore plein de questions, mais je pense que je te réinviterai, Mehdi, parce que c'est passionnant, ton parcours, c'est juste extraordinaire. Je pense que tu vas réveiller beaucoup, beaucoup de lumière chez les gens qui nous écoutent, parce que tu es un très bel exemple, voilà, de ce qu'on attend de la production, ce qu'on attend d'un bon producteur, d'un bon créateur aussi, de projets audiovisuels et cinéma, et d'un point de vue humain, bravo, parce que franchement, tu fais preuve de résilience en permanence, de persévérance et de courage, tu vois. Et ça, c'est très inspirant et on a besoin de gens comme toi. Donc, merci bravo, à toi, félicitations. Merci pour ce que tu fais. Comme je t'ai dit, mon premier documentaire, c'était la même ambition de ce que tu es en train d'entreprendre. Donc, tu es au début de quelque chose qui aura un vrai impact. Ah bah merci, j'espère. J'espère. Bah écoutez, on va s'arrêter là parce que voilà, j'essaie d'être autour d'1 heure pour les premiers interviews, mais en tout cas, Mehdi, je te réinviterai. Si tu es d'accord, ça me ferait vraiment plaisir. Merci pour ce partage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager à ceux qui pourraient en avoir besoin et de commenter positivement. Aujourd'hui, on est partout. On est sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, donc vous ne pouvez pas rater ce podcast. Mehdi, merci encore. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir à tous. Merci et au revoir à tous.